Chers téléspectateurs de Télé+, aujourd'hui nous parlons encore une fois du secteur financier, un des plus gros secteurs, sinon le plus gros contributeur au PIB national, avec 14% de contribution. Donc nous allons parler de ce fameux secteur financier, un secteur qui a quand même connu pas mal d'évolutions depuis plusieurs années et qui aujourd'hui encore se trouve dans un tournant. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons notre partenaire JurisComply, le directeur, un des directeurs de JurisComply, Galvin Ramsamy, qui va nous donner ses impressions sur ce qui s'est passé de manière générale, mais plus particulièrement par rapport au budget 2026-2027. Donc, bienvenue, Galvin Ramsamy. Merci, Paul. Donc, Galvin Ramsamy, le budget met l'accent sur la réputation, la régulation et la modernisation des services financiers. Au fait, c'est un effort continu qui s'est déroulé pendant plusieurs années. Donc, selon vous, les mesures qui ont été incluses aujourd'hui, cette fois-ci, est-ce que ça va contribuer à vraiment faire évoluer ce service financier? J'aurais tendance à dire oui, mais il faut reconnaître que c'est un budget qui, avant tout, essaie de consolider les bases. Avec bien sûr une touche de modernisation. Par modernisation, je veux dire, il y a des annonces budgétaires concernant les tokenisations, même le réforme bancaire, le Vetus Act. Ce sont des petites touches de modernisation, mais ce que ce budget préconise, c'est de s'assurer que Maurice reste un centre financier crédible avant tout et tourné vers l'avenir. Avec ce budget, on espère voir les acteurs du service financier être mieux régulés. D'accord. Dans le secteur, Galvin Ramsamy, vous êtes tous concentrés, vous êtes tous focalisés sur un grand événement qui aura lieu en 2027, c'est-à-dire l'évaluation ESAM-LAG. Donc Maurice a fait pas mal d'efforts pour ne pas se retrouver encore une fois sur cette fameuse liste grise. Est-ce que selon vous, les mesures prises et les différentes actions des différents parties prenantes du secteur sont suffisantes? Les mesures annoncées vont certainement dans la bonne direction. On note qu'il y a un souhait de mettre en place un National Crime Agency, des outils spécialisés dans la détection des fraudes, des échanges d'informations entre banques et aussi à travers d'autres institutions étrangères. Donc, pour résumer, l'intention est correcte, mais ce que l'ESAM-LAG va nous assess, comme on dit, c'est sur des mesures concrètes, des résultats qu'ils souhaitent avoir. Par mesures concrètes, je veux dire des sanctions, des saisies des avoirs, des fines. Ça, c'est des mesures concrètes que l'ESAM-LAG. Il faut aussi noter qu'on est déjà en juin 2026. La réévaluation est prévue pour 2027, qui nous laisse un marge de manœuvre assez limité. On va dire 6 mois à 1 an. Et comme le ministre aux Finances nous a dit, tout va se jouer dans l'implémentation, la vitesse d'exécution. Donc, les mesures sont dites. Nous espérons que cela va s'implémenter assez vite. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que la réglementation doit être là, les institutions doivent être là, mais ce qui est important, c'est de les appliquer. Bien sûr, on a maintes fois vu dans les discours budgétaires plusieurs annonces, et quand on repasse après plusieurs années, quels sont le taux d'implémentation, ça relève beaucoup dans les 40%. Donc, ça doit s'améliorer. Ça doit s'améliorer. Ça doit s'améliorer. Mais vous, votre fonds de commerce, si je peux le dire comme ça, c'est la conformité. Oui. Et vous êtes dans une industrie très régulée, donc la conformité est essentielle pour votre industrie, mais beaucoup de compagnies et beaucoup d'opérateurs économiques voient la conformité comme vraiment un fardeau administratif. Est-ce que on peut
transformer cette perspective et voir la conformité comme un vrai atout pour l'industrie? Oui, déjà, par mon expérience, quand on discute avec des acteurs du service financier et non financier, parce qu'il faut bien se rappeler, la régulation, la conformité s'applique aussi au secteur, par exemple, légal, au bijoutier et surtout au real estate. Donc, nous jouons sur Parce que plusieurs c'est là niveaux. où il y a beaucoup plus d'argent qui traverse. Liquide et qui est synonyme peut-être dans la tête des gens de money laundering et d'autres implications. Oui, il y a un coût, mais petite anecdote, à travers des management companies, des fiducies, on se dit, on est disposé à prendre un client à haut risque pour un gros montant, mais à la fin du jour, on doit se poser la question, est-ce que ce client vaut la peine de perdre notre licence? Donc là, c'est un élément clé. On est disposé à prendre des clients, mais à quel risque? Et c'est là où nous intervenons. Nous donnons le cadre. Il faut faire ressortir. Il y a plusieurs, on va dire, des PME, des startups, des grosses boîtes. Il y a un niveau d'inégalité. Certains ont des ressources pour investir dans des logiciels de conformité, donner des trainings à leur staff, mais d'autres, pas vraiment, à cause de cet élément de coût. Voilà, donc c'est intéressant que vous êtes en train de dire ça. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, même les entreprises moyennes, hein, qui n'ont pas les moyens de mettre en place des dispositifs de conformité en interne. Donc, il y a beaucoup d'externalisation, outsourcing, comme on dit, qui se fait avec pas mal de compagnies, pas mal de professionnels, pas mal de consultants. Donc, c'est une vraie secteur, c'est un vrai secteur de l'économie. Est-ce que, selon vous, les niveaux de cette profession de conformité, est-ce que, selon vous, est-ce que ça a un niveau satisfaisant? Oui. Pour être assez direct, oui, mais il y a beaucoup à faire. Par exemple, nous sommes des spécialistes de conformité. Nous offrons nos services aux banques, aux fiducies, aux corporate service providers, des notaires, des avocats. C'est notre spécialité. Mais assez, on va dire, ironiquement, ces acteurs de conformité ne sont eux-mêmes pas régulés, que ce soit par la FIU, la FCC ou même par la FSI. Mais ceci dit, en parlant d'externalisation, nous sommes là, nous et nos confrères sommes là pour aider les acteurs à la fois dans le secteur financier et non financier à être conformes, mais ce que nous devrons encore une fois faire ressortir, la responsabilité reste auprès des compliance officers, des directeurs de ces compagnies. Nous sommes là pour les encadrer, les préparer à anticiper leurs besoins, mais la responsabilité reste toujours à travers ces cadres. Donc, nous devons aussi penser à comment améliorer la formation de ces professionnels en sachant tant bien que mal qu'il y a une sorte de brain drain en ce moment à Maurice. Beaucoup de nos jeunes qui sont spécialistes de conformité s'envolent pour des centres financiers comme Jersey, Guernsey ou Luxembourg. Donc, il y a aussi ce manque à pallier. Mm-hmm. Il y a ce brain drain. Et maintenant, si on peut passer à autre chose, le budget mise beaucoup sur le stable coins et la tokenization. Donc, il y a pas mal avec bien sûr Vitos qui est en vigueur, qui est entré en vigueur, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les actifs virtuels. Parce que c'est un peu un domaine d'avenir. Est-ce que Maurice avance, selon vous, vers cette innovation de manière satisfaisante? Est-ce que comment dire, est-ce que nous sommes en train d'avancer de manière satisfaisante vers ces nouvelles opportunités? Maurice n'a malheureusement pas le choix de laisser pour compte ces nouveaux licences.
par exemple, vous avez dit Vitus, tokenization, parce que faut être assez clair, Maurice a des compétiteurs tels que Singapour, les Émirats arabes unis, donc on ne peut pas être laissé pour compte. On doit être à la même hauteur, et c'est pour ça, dans ce budget, on a mis quelques mesures pour essayer d'être en compétitivité avec ces acteurs, ces autres. Est-ce qu'on arrive à maîtriser les risques à travers ces mesures? Parce que c'est quand même un domaine assez risqué. C'est assez risqué et nouveau. Donc, on doit être vraiment prudent dans l'annonce de ces mesures et aussi de l'efficacité. Parce qu'on parle de quel type d'assets, qui sont ceux qui vont vraiment intervenir, est-ce qu'ils ont de l'expérience? Mais autre point à ressortir, on a tendance à essayer d'être compétitif dans tout ce qu'on appelle digital assets. Mais un point assez gris, c'est qu'il n'y a pas de consensus à travers tous les acteurs de du secteur du service financier. Pour ça, je veux dire, vous avez la FSI, vous avez la Banque de Maurice, et vous avez le client, et aussi nous en tant que corporate service provider. Par exemple, si vous allez sur le site de la FSI, en visitant le registre de nombre de VETOS qui a été émis, il y a peut-être une douzaine, pas plus qu'une douzaine. Mais ces compagnies peinent à avoir un compte bancaire. Et sans compte bancaire, on ne peut pas fonctionner. Donc, il y a ce disconnect à travers tous ces parties. Maintenant, bon, il y a tout le temps, hein, il y a tout le temps de nouveaux règlements, de nouveaux régimes fiscaux, comme il y a eu cette fois-ci. Est-ce que ces nouveautés et ces évolutions et changements successifs, est-ce que ça ne met pas de la pression sur les compagnies? Est-ce que ça n'ajoute pas aux frais des compagnies? Est-ce que ça ne ralentit pas le processus et aussi au niveau de la prévisibilité? Est-ce qu'il n'y a pas un impact sur les entreprises? Définitivement, si chaque année, on vient avec des mesures différentes, c'est le client qui va, on va dire, payer les conséquences. Mais ce qui est bon avec ce budget, il n'y a pas eu vraiment de mesures fortes ou disruptives. Donc, on a vu certaines mesures qui vont affecter le minimal tax, c'est plus des clarifications concernant le Corporate Climate Responsibility Levy, certains amendements, mais sinon, ça reste plus ou moins stable cette année. Coût, oui, mais qui dit coût, dit aussi la qualité du client. Quel type de client? Quel est le profil? Est-ce que Maurice, ne soyant pas vraiment régulé, veut attirer des clients, on va dire, qui n'ont pas les moyens, ou Maurice veut se positionner à attirer des clients premium qui ont le moyen d'investir et de faire grandir l'économie et bien sûr le business. Donc ça aussi, coût, pour moi, définit aussi le type de clientèle que la juridiction veut attirer. Voilà, et il y a beaucoup de personnes des fois qui disent qu'il y a des effets d'annonce et qu'il y a pas mal de choses qui sont dites et qui doivent être beaucoup plus concrets. Est-ce que, selon vous, dans tout ce qui a été annoncé par rapport aux mesures qui concernent les services financiers, quelles est pour vous les premières priorités? Selon vous, quelles sont les mesures qui vont emmener le plus de résultats s'ils sont vraiment bien implémentés? D'abord, je vais me répéter, il y a la mise en place de ces annonces. Il y aura le Finance Act. Et suite au Finance Act, c'est là qu'on ira sur l'implémentation. Donc, la vitesse d'implémentation reste l'élément majeur pour être, on va dire, successful. Deuxième, c'est, on va dire, l'encadrement des jeunes professionnels avec un souci de manœuvre, le brain drain. Notre secteur, conformité ou plus large, a besoin de jeunes professionnels assez vite. Troisième, c'est les SAMLAG, prévus pour 2027. Et comme j'ai dit,
les mesures sont bonnes, les annonces bonnes, mais ce que le panel veut voir, c'est les résultats. Sanctions, nombre de statistiques, STR, échange d'informations, des résultats concrets que Maurice doit démontrer. Et quatrièmement, Maurice doit franchir une autre étape. C'est de mettre en place des licences à forte valeur ajoutée. On a eu dans le passé des GBC, des Authorized Company, des trusts, on va dire des plain vanilla products, mais ce serait bien de voir le nombre de family office, de captive insurance, pour même des Vetus, de choisir la juridiction mauricienne pour s'implémenter et s'épanouir. Donc, ces 4 piliers, pour moi, restent des éléments clés pour aller franchir cette étape. Voilà, merci beaucoup, Calvin Ramsamy. Merci, Prem.